Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, entretien sur le thème La véritable éducation dans l'optique théosophique. Alors, quelle éducation spirituelle et morale pour les enfants et les adolescents? Et puis, qu'est-ce qu'on entend par une éducation, une spiritualité, plutôt une spiritualité laïque? Alors, il nous semble que cela a été évoqué dès les premières réponses par notre ami en montrant cette idée d'ouverture. La spiritualité, c'est ce qui va nous toucher au plus profond de nous-mêmes. C'est le sentiment que les enfants comprennent très vite qu'il y a quelque chose qui va durer. C'est cette identité. Le petit enfant va d'abord parler de lui-même avec en s'appelant par son prénom, mais très vite il va dire je. Et il va comprendre qu'il y a la maman, le papa, les éducateurs, etc. Donc il va s'éveiller à l'idée de ces différentes consciences qui sont là, de ces différentes personnes. Mais derrière, il va comprendre aussi, et c'est un accompagnement, bien sûr, il ne s'agit pas de parler de spiritualité à un enfant de 1 an, il faut être un petit peu, avoir du bon sens, oui, et avoir le sens pratique, effectivement, mais on va très vite montrer à l'enfant et il va le comprendre, qu'il est un être, ce sens de l'identité est quelque chose qui l'accompagne. Et dès l'âge de 4 ans, 6 ans, 8 ans, etc., il comprend qu'il dort, il oublie ce qui se passe la nuit, il se réveille le lendemain matin et il reprend ses activités et il sait qu'il a été le même et qu'il a continué la nuit alors qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et ce sont des exemples extrêmement pratiques mais qui vont nous donner finalement le moyen de lui faire prendre conscience de ce qu'est cette identité. Cette identité qui n'est pas séparée mais qui dure. Donc là, il y a déjà l'idée d'une continuité, et de là, on va parler, et la vie est un livre ouvert, on va lui parler à différentes occasions de cette conscience, de cette âme qui prend un corps et qui évolue, et qui, comme quand on change de vêtement, peut changer de corps quand le corps est usé. Donc l'idée que quelque chose peut perdurer, une âme qui va aller bien au-delà d'une vie. Mais on ne va jamais imposer ses croyances, on va lui dire, peut-être en regardant la nature, les fleurs, la façon dont tout se recycle avec les graines qui retombent dans la terre et qui redonnent une plante, est-ce qu'il n'y a pas, avec cette analogie et cette loi de correspondance, des moyens de comprendre ce qu'est l'âme? Et donc, on va voir que là, il y a la notion de l'identité, de la continuité, qui finalement ouvriront des portes à l'éveil vers les autres et au respect de toute la nature, des plantes, des animaux, qui sont finalement des consciences, mais qui évoluent. Merci. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur la spiritualité laïque? Laïque, oui, que veut dire laïque? Bon, laïque, c'est pas effectivement une sorte de sectarisme anti-religieux. Laïque, ça accueille tout le monde. C'est donc une ouverture. Et cette spiritualité, c'est une spiritualité parce que déjà, quand on parle de l'être, on ne parle pas des gens comme des sortes de mécaniques biologiques. On parle des êtres, comme on l'a vu dans ce qui vient d'être dit. La notion d'être, de centre de conscience, de sensibilité, d'intelligence, qui traverse ses expériences et qui fait l'expérience de la vie et qui se pose des grandes questions, cette notion introduit à la notion de l'âme. Donc on est déjà dans le spirituel en fait, même si on se dit agnostique, en fait, à partir du moment où on se penche sur les êtres, on est déjà penché sur l'âme. Juste un exemple qui nous vient en écoutant. Dans certains pays, et en Angleterre par exemple, il a été testé, alors il me semble que c'est encore le cas, le fait d'éveiller les enfants très vite dans le
l'éducation primaire et secondaire, à des notions de base qui sont contenues dans différentes religions. Donc on leur apprend ce qu'est le divin, comment les hindous le voient, dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, etc. Ce qui fait que la jeune personne arrive dans le monde et rencontre des personnes de provenance différentes, il n'y a pas cette notion de l'inconnu. Et du coup, il y a là probablement les bases d'une spiritualité laïque, dans ce sens qu'on a montré à travers les religions, l'éducation, l'enseignement, qu'il y a finalement la même spiritualité, ou en tout cas l'expression d'une spiritualité chez différentes communautés. Et donc ce sont aussi des moyens d'approcher ce qu'on va appeler une spiritualité laïque, puisque après chacun va faire son choix, bien sûr. C'est avant tout non dogmatique, hein, la spiritualité laïque, il n'y a pas de dogmatisme. À propos des nouvelles technologies dans l'éducation, est-ce qu'il faut les encourager? Quelles sont les limites, les dangers, les opportunités de ces nouvelles technologies? On invite chacun, évidemment, à y réfléchir, à en prendre conscience. Et bien sûr, ce sont des instruments, donc des instruments de communication, des instruments d'information. Alors tout dépend sur quoi on s'informe, comment sont faits les éléments qui apportent l'information. Hein, tout dépend effectivement de ce qui a été fait et de la manière dont c'est recueilli. Donc ça impose toujours la réflexion, l'information qui vient par voie humaine en fait, en disant voilà tel ou tel site ou telle voie d'information est meilleure que l'autre, semble-t-il, pour telle et telle raison. Après, chacun, bien sûr, juge. Mais évidemment, toutes ces nouvelles technologies peuvent participer à l'éducation, peuvent participer à l'instruction, dans la mesure du point de vue de l'instruction où les informations sont sûres et sont exposées objectivement. Et par rapport à l'éducation, bien sûr, tout dépend effectivement des exemples qui peuvent être donnés à travers tous ces moyens de véhiculer des sons, des images, où on voit des êtres humains faisant ceci ou cela. C'est-à-dire que c'est le problème de l'exemple donné à travers ces moyens donc, de transmettre. Donc il y a effectivement diverses choses, hein, selon qu'on vous montre la vie de quelqu'un de généreux, qu'on vous montre une sorte de héros censé incarner le bien, mais qui finalement massacre beaucoup de gens. Hein. Voilà, donc c'est important de toute façon de pouvoir en parler, hein, de pouvoir en parler avec l'enfant, l'adolescent, de pouvoir en discuter de manière non dogmatique, hein, simplement en exprimant objectivement des idées sur ceci ou sur cela. Oui, il y a le fait, bien sûr, avec toutes ces opportunités, le fait de ne pas négliger dans toute la période scolaire, et puis bien sûr après universitaire, ça va être le cheminement naturel, c'est la lecture. La lecture à travers des livres. Parce que les nouvelles technologies aujourd'hui sont des opportunités formidables et à ne pas négliger. Et de toute façon, il y a une tendance, donc il faut que l'enfant ne soit pas complètement à l'écart de ces choses-là. Mais en même temps, dans toute la scolarité, c'est la possibilité d'avoir un livre et de lire ce livre. La possibilité d'avoir un livre, disons à chaque instant ou le soir, et puis de lire. Parce que la lecture, finalement, à travers les livres, permet d'être seul avec cet ouvrage, donc les pensées d'un auteur, et puis aussi d'alimenter l'imagination, d'alimenter la réflexion. Et il a été montré que finalement, lorsqu'on a un support qui est un support technologique, eh bien la capacité d'absorber les informations est plus, on va dire, plus passive, en tout cas chez les jeunes enfants.
Donc la lecture va lui permettre d'être beaucoup plus actif puisqu'il va chercher l'information avec la lecture et puis ça va nourrir son imagination et il va le lire à sa vitesse, etc. etc. Alors, comment faire aimer le monde aux enfants et aux adolescents? Parce qu'on sent souvent qu'il y a des blessures chez ces enfants. Donc parfois un peu de mal à comprendre comment tout ça fonctionne. Il faut comprendre que tout n'est pas parfait, bien sûr, selon nos propres désirs, que nous avons des désirs que d'autres en ont, puis qu'il y a aussi les besoins liés à la vie et liés à l'éducation et à l'instruction. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins agréables, mais d'une manière générale, la vie est plutôt favorable à l'être humain et à l'être vivant d'une manière générale, puisqu'elle les porte, mais à condition, bien sûr, de la respecter, à condition de travailler avec elle. À la mesure où on s'oppose à la vie, il est bien évident qu'on s'oppose à soi-même, puisqu'on est vivant. Mais il y a tellement d'aspects dans la vie qu'il n'y a pas simplement les aspects alimentaires, les aspects sexuels ou cela. Il y a tout un ensemble et ça forme un tout cohérent où chaque chose doit prendre sa juste place. Et donc c'est cette juste place qu'il faut bien discerner. Madame Blavatsky dit dans un des articles que la véritable spiritualité donne finalement est source d'optimisme. Et dans certaines philosophies orientales, on dit que la nature même de notre conscience, la nature profonde, elle relève ou elle participe de la béatitude. Donc on voit bien que l'optimisme fait partie de notre véritable nature. Et lorsqu'il a été parlé de cette blessure, de cette angoisse, etc., c'est une réalité que l'on voit et partagée par beaucoup de jeunes, parce que finalement, c'est quelque chose que la génération des adultes a finalement fait, on va dire, pénétrer ou fait influencer chez les jeunes, parce qu'ils ont transmis cette angoisse. Alors il nous semble qu'il y a plusieurs causes à cela. Bien sûr, il y a l'égoïsme ou le sentiment que finalement la vie est une compétition. Et lorsqu'on dit que la vie est une compétition, très jeune, on va montrer que finalement il faut que l'enfant court plus vite que ses camarades. On va lui dire allez, va vite, finis vite ton petit dessin avant les autres, qui est le premier à arriver ici. Donc on va inculquer ce sentiment de compétition dès le départ, et c'est une façon selon les dispositions des enfants, soit un enfant va avoir une facilité de courir ou de finir vite, et donc avoir des compétences, et donc va arriver le premier et se sentir satisfait, mais avec ce sentiment qu'il est meilleur que les autres. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup plus de mal peut-être à courir et qui vont se décourager, et puis après qui auront l'angoisse, le stress même de venir à l'école. Donc il nous semble que ça fait partie des grandes questions qui doivent être réfléchies dans l'éducation, c'est supprimer cette notion de compétition. Par contre, une saine émulation est quelque chose qui, au contraire, va permettre de participer, d'avancer. Mais après, c'est à chacun de trouver le bon dosage et éviter d'écraser les autres. Et c'est pour montrer que finalement, si on inculque, on change en fait notre façon de regarder le monde, il y a déjà des idées dans cette approche que l'on appelle le développement durable qui montre qu'il y a de la place pour chacun, et bien cela va enlever les racines, nous semble-t-il, de cette angoisse et nous faire réfléchir positivement à la façon dont on pourrait tous vivre ensemble en harmonie. Merci, merci. Important. Alors, nous cheminons toujours et nous allons arriver à notre troisième partie, puisqu'on est obligé de raccourcir un peu quand même. Mais ça reste riche et on a à peine effleuré les questions, parce qu'il y a plein de choses. Mais ce sera pour d'autres séances. Alors, quel est le devoir de chacun vis-à-vis de l'éducation et quel est le rôle des parents? Mais on a envie d'élargir également, pas que les parents, les
les maîtres, les éducateurs, tous ceux qui entourent les enfants. Quel devoir, quel rôle? Le rôle, c'est d'encourager. C'est d'encourager à sortir le meilleur de soi-même. C'est d'encourager à comprendre, d'encourager à chercher la vérité, d'encourager à s'ouvrir aux autres, à la vie, et d'utiliser tous les moyens que nous avons intérieurement à notre disposition, au niveau de ce qu'on peut appeler le cœur et l'intellect, si on veut. Donc l'aspect analytique, et bien sûr aussi l'aspect synthétique et l'aspect intuitif. Alors, quelles seraient les qualités que devrait développer un véritable éducateur? Il y a déjà beaucoup d'idées qui ont été évoquées. Quelles seraient les qualités? La qualité, donc, comme il a été dit, c'est d'encourager, c'est aussi de cadrer, en fait, et c'est l'exemplarité. Alors, de cadrer, c'est quoi? C'est de rester sur le sujet en faisant ressortir, que ce soit les mathématiques, que ce soit la littérature, que ce soit la poésie, que ce soit le sport, en faisant ressortir le côté noble de cette matière. Parce qu'aucune matière n'est finalement banale, méprisable. Chaque matière a quelque chose de très noble. Donc cette façon de regarder en fait le côté, on va dire, nouménal par rapport à ce qui est phénoménal, c'est un peu un jeu de mots qu'utilise Madame Blavatsky dans un article, mais c'est montrer que finalement il y a quelque chose de très noble dans chaque matière. Par exemple, nous pouvons nous souvenir pendant notre scolarité d'avoir eu un professeur de mathématiques, un professeur de poésie, etc. pendant la scolarité qui a été vraiment génial, qui nous a donné le goût de cette matière. Donc pareil, c'est pour montrer que finalement l'éducateur doit, à un enseignant, montrer qu'il a en face de lui des êtres vivants, et donc la matière qu'il enseigne doit être, on va dire, peut être aimée pour sa qualité la plus élevée qu'elle peut apporter. Puisque si on enseigne une matière, c'est bien qu'elle est utile. Dans l'éducation, rien n'est inutile. Après, il y a l'exemple, donc la façon dont lui-même se comporte, et puis il y a une certaine, on va dire, discipline, une autorité naturelle qui montre que finalement les gens se parlent avec respect. Donc dans une classe, si vraiment c'est comme ça que on peut prendre des exemples, dans une classe d'école, eh bien c'est de demander et de respecter aussi pour soi-même, mais de demander que chacun se respecte, qu'on laisse le temps de parole à chacun et qu'on ne moque pas les uns des autres, et bien qu'il y ait une certaine, on va dire, discipline morale et une certaine gentillesse à l'égard les uns des autres, de ceux qui avancent moins vite par rapport à ceux qui avancent plus vite. Donc il y a des classes où on a créé des petits binômes pour que celui qui va vite aide l'autre, mais sans ce côté de dépendance ou de supériorité. Et donc l'éducateur, quand il commence à s'engager dans ce genre de test, fait ressortir de lui-même quelque chose qui va montrer qu'il respecte et qu'il attache beaucoup d'importance à chacun des enfants. Et donc ça, c'est quelque chose que les enfants ressentent et donc vont vouloir redonner avec la même exigence. Et accompagner des parents, si les parents sont là et comprennent bien on va dire ce programme éducatif, eh bien cela va créer des résultats formidables. Alors, une question difficile. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes qui ne respectent pas les enseignants. On voit de plus en plus de scènes de violence. Maintenant, on va jusqu'à frapper un professeur. Alors, que faudrait-il faire pour lutter contre ce phénomène? C'est difficile de donner, bien sûr, une solution toute faite comme ça. Il faut déjà comprendre pourquoi ce phénomène a lieu. Pourquoi, effectivement, les jeunes acceptent moins bien l'école qu'avant,
bon, ils sont sollicités par toutes sortes de désirs et de passions les uns envers les autres et par rapport à ceci, cela. Donc, peut-être se projettent pas bien dans l'avenir. Il faudrait arriver à comprendre tous les tenants et les aboutissants pour essayer que chaque enseignant puisse faire au mieux. Mais c'est vrai que tenir l'attention des jeunes actuellement pendant plusieurs heures est très difficile pour toutes sortes de raisons qui tiennent à la fois à la jeunesse et à notre société où il y a des sollicitations incroyables donc qui se répercutent bien sûr ensuite dans le psychisme de chacun. Alors, question fondamentale. On est à la fin de notre exposé, donc on a parlé plusieurs fois de la force de l'exemple. Est-ce qu'on peut approfondir ce sujet? Montrer l'exemple, c'est quelque chose que les parents nous ont souvent dit, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, en disant naturellement chez l'enfant, l'exemple des parents est quelque chose à suivre. Donc on va rester extrêmement prudent et puis donner l'exemple, on peut se prendre très au sérieux. Ce n'est pas du tout le but dans ce sens-là que la question a été posée. Mais donner l'exemple, on va rester extrêmement, on va dire, modeste. La théosophie donne des principes et chacun fait ce qu'il peut et du mieux qu'il peut. Donc, c'est déjà un exemple, mais il ne le fait pas avec une certaine ostentation. Il va le faire d'une manière très humble. Il est dit, sois humble si tu veux atteindre la connaissance et bien sûr la sagesse. Mais par contre, il y a une idée, il nous semble, pour répondre à ces choses-là, que la théosophie peut encourager à porter. C'est déjà que dès l'enfance de l'humanité n'a jamais été seule. Donc cette idée de grands instructeurs, ou des êtres très sages, des êtres spirituellement développés, qui sont venus, qui ont accompagné la jeunesse et l'enfance de l'humanité. Ça, c'est une idée très importante parce que lorsqu'on regarde le passé, on projette aussi l'avenir. On a ces deux aspects. Donc si on montre que finalement l'homme était l'homme dans le passé, à l'origine, c'était un homme des cavernes, et heureusement qu'il y a la technologie, heureusement qu'il y a toute cette civilisation qui nous a permis d'être l'homme que nous sommes, le petit homme qui a conquis tout et qui, grâce à son intelligence technologique, va dominer tout. Non, ce n'est pas ça. L'humanité a eu une période de grand épanouissement et de spiritualité grâce finalement à ses accompagnateurs et grâce à ces grands instructeurs divins, etc., qui sont finalement donnés comme des exemples dans les mythologies. Et il est surprenant de voir que dans les civilisations d'anciens continents, il y a les mêmes idées, finalement, des idées analogues, dans ces rois divins, ces grands sages qui étaient là. Donc ça, c'est un exemple et qui finalement montre qu'il y a toujours eu donc des êtres qui sont là, qui accompagnent les individus et finalement les parents, les instructeurs, les éducateurs ne sont que des exemples et puis montrer aussi, donc en projetant l'individu dans l'avenir, puisque nous portons cela en soi-même, on est tous tournés vers l'avenir, on ne peut pas dire bon, il n'y a pas d'avenir. L'idée, c'est de montrer que finalement, les valeurs spirituelles, c'est ce qui va perdurer, c'est ce qui va nous accompagner et donc montrer que c'est incontournable. Et donc on revient à cette idée de karma. Chaque effort va porter ses fruits, tôt ou tard. Et karma n'opère pas que sur le plan physique, mais il y a une grande, on va dire une grande joie, une grande durabilité, une réponse à cette idée de solidarité et à cette exemplarité, en montrant que finalement il y a des valeurs spirituelles qui sont là et qui doivent être
vraiment exploiter dès maintenant, non seulement pour soi-même, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité et pour les générations futures. Oui, eh bien, je crois que tout a été dit finalement. Certains sont dans le doute. Est-ce que je dois être finalement dans un monde de brutes? Est-ce que je dois être une brute? Ou au contraire, est-ce que je dois être quelqu'un qui essaye d'apporter de la fraternité? Pour la théosophie, il s'agit d'apporter de la fraternité. On la possède tous en nous. Elle est fondée de manière, on pourrait dire, métaphysique, vitale, etc., et pragmatique. Donc, pour celui qui hésiterait, la théosophie fournit des arguments importants dans le cadre de cette fraternité qui est la loi même de la vie, et qui va dans le sens de la vie, et bien forcément rassemble de plus en plus de forces positives, et donc peut contrebalancer pas mal de choses. Merci, il semble que les idées essentielles ont été